RDC, et nous le disions en titre, les concertations nationales initiées par le président Joseph Kabila ont pris fin pendant le week-end à Kinshasa. Plusieurs résolutions et recommandations ont été proposées. Les membres du Présidium ont remis au chef de l'État congolais le rapport final des travaux. Si certains délégués sont optimistes pour que toutes les résolutions soient mises en application, d'autres, en revanche, pensent qu'il revient à Joseph Kabila d'être vigilant et regardant pour l'application de toutes les recommandations. De Kinshasa, un compte-rendu de Cyril Milandou Meboya, notre correspondant sur place. Après ces assises, l'opposant Joseph Olengankoy a constaté la volonté des acteurs politiques de mettre en application les recommandations issues de ce forum national. J'ai retenu une chose dans toutes les thématiques, la volonté de tous les Congolais en fait de rompre avec le passé et de voir un peu comment ils peuvent maintenant forger l'avenir du Congo pour que ça aille de l'avant, notamment bannir la guerre, les corruptions, la mauvaise gouvernance, toutes ces choses-là. Mais aussi, et c'est ce qui me réjouit, c'est la volonté de l'ensemble de tous les concertateurs à ne pas toucher à la Constitution. Le directeur de l'Observatoire de concertation nationale, Aboubakar Limbissa. Toutes ces recommandations relèvent du déjà connu, du déjà entendu et du déjà dit. Ce qui fait qu'il appartient au chef de l'État, l'initiateur des concertations nationales, puisse être regardant, méticulé dans la suite du processus de cohésion nationale. Tantoumei, un opérateur culturel. Nous avons demandé et continuons à demander la création d'une industrie culturelle afin que notre musique, notre photo, notre littérature ne nous soit pas revendue par l'Europe alors que le produit est un produit des Congolais. Mais nous avons regretté que dans le groupe thématique finances publiques, sous-sportives et économie, où nous avons émis des recommandations qu'aucune d'elles n'ait été sélectionnée dans la lecture, comme la recommandation disant qu'il faudrait la culture de la continuité des affaires de l'État entre différents gouvernements pour qu'il y ait cohésion nationale. Le groupe parlementaire IDPS allié ayant refusé de prendre part à ce forum, Fabien Moutonde, vice-président de ce groupe parlementaire. Les concertations nationales n'ont marqué aucune avancée réelle en rapport avec les défis sécuritaires, financiers de la RDC et les attentes de l'ensemble de la population congolaise. Les concertations nationales auront été l'occasion donnée au président Kabila d'identifier et de constituer sa nouvelle majorité présidentielle, préoccupé désormais par la mise en place d'un nouveau gouvernement en vue de satisfaire les appétits gloutons des impétrants qui ont satisfait avec brio à l'examen d'admission à la nouvelle majorité présidentielle par la voie des dites assises. Kinshasa, Cyril Milando pour la Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Sur l'actualité avec la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a quitté New York jeudi dernier dans le cadre d'une mission pour soutenir la mise en œuvre des dispositions de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix dans la région des Grands Lacs en Afrique. Après les étapes de la République démocratique du Congo, du Rwanda et aujourd'hui de l'Ouganda, cette délégation va achever son périple à Addis Abeba en Éthiopie. Le déroulement de cette mission avec Jérôme Bernard du bureau du porte-parole du secrétaire général de l'ONU, joint à Entebbe en Ouganda par Jean-Pierre Amissi Ramazani. Nous sommes actuellement à l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda. La délégation vient d'arriver et elle va se rendre à Kampala pour rencontrer le président ougandais Museveni. Donc la rencontre avec le président Museveni aura lieu aujourd'hui, si je comprends bien. Oui, c'est ce qui est prévu. D'accord. Alors, vous êtes passé d'abord par la RDC. Dis-moi un peu ce qui ressort de l'entretien entre les membres de la délégation du Conseil de sécurité avec les autorités congolaises. Concernant les contenus des entretiens, c'est les membres du Conseil de sécurité qui peuvent dire quels ont été les contenus des entretiens. Ce que je peux dire, c'est que la délégation du Conseil de sécurité s'est rendue donc dans la région des Grands Lacs, et notamment en commençant par la République démocratique du Congo. Et un de ses objectifs est de réitérer son soutien à la mise en œuvre des engagements contenus dans l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Donc c'est autour de ça que les discussions de la délégation du Conseil de sécurité ont tourné avec les autorités congolaises, mais aussi avec le président rwandais Paul Kagame, que la délégation a rencontré ce matin. La délégation a rencontré le président Kabila, parlons un peu du Congo. La délégation a été à Kinshasa et puis à Goma. Comment la population a réagi à cette présence ?
on a eu l'occasion de beaucoup rencontrer la population. Enfin, la délégation du Conseil de sécurité à Goma a pu rencontrer des déplacés dans un camp de déplacés, le camp de déplacés de Mugunga, Mugunga 3 plus précisément. La délégation a pu rencontrer notamment, a pu discuter avec des femmes du camp au sujet de la violence sexuelle dans les conflits. Et la délégation a pu discuter de ce sujet et d'écouter les témoignages de ces femmes. Donc c'est notamment cette rencontre que la délégation a pu avoir avec des gens qui se trouvent en République démocratique du Congo. Et à l'étape du Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé avec les autorités rwandaises? Au Rwanda, donc, la délégation est arrivée hier soir. Ce matin, la délégation de sécurité s'est rendue en hélicoptère dans un centre de démobilisation de l'ex-combattant. C'est le site de Mutubo. En fait, c'est pas un camp, c'est le centre de démobilisation de Mutubo. Et donc, c'est environ une demi-heure en hélicoptère de Kigali. Et là, la délégation a pu rencontrer des anciens combattants, des gens qui sont dans ce centre dans des activités de réinsertion. Et donc là, la délégation a pu écouter ces anciens combattants et leur poser des questions. Donc aussi ce matin, la délégation s'est rendue, après le centre de Mutubu, la délégation s'est rendue au mémorial génocide de JCI à Kigali. Mémorial du génocide, c'est ça? La délégation a déposé des fleurs et ensuite donc, la délégation a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la Défense et ensuite le président Kagame à Kigali. Maintenant, vous êtes à Kampala? On est toujours à l'aéroport d'Entebbe et on part là, justement, je monte dans le bus, on part vers Kampala en bus. Dernière question, c'est de savoir, il est prévu que vous fassiez combien de temps? Un jour ou 2 jours en Ouganda avant d'aller à Addis Abeba? Non, on part ce soir après la rencontre de la délégation du Conseil de sécurité avec le président Museveni. La délégation repart ce soir pour Addis Abeba en Éthiopie, où elle doit rencontrer demain la commission de paix et de sécurité de l'Union africaine. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a séjourné ce week-end à Kinshasa et à Goma a estimé que la solution militaire à elle seule ne résoudra pas totalement le conflit entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Une analyse entièrement rejetée par les autorités du Nord Kivu qui voudraient que la brigade onusienne d'intervention reprenne les combats aux côtés des forces armées congolaises pour chasser tous les membres de ce groupe armé. Avant de quitter Goma hier soir pour Kigali au Rwanda, les membres du Conseil de sécurité ont encouragé les Congolais à s'approprier le processus de paix initié par l'accord d'Addis Abeba. Le point avec un reportage du correspondant de la Voix de l'Amérique à Goma, Primo Pascal Roudaïgua. La délégation des membres de sécurité des Nations Unies a animé un point de presse à l'aéroport de Goma avant de se rendre à la ligne de front de Kibati au nord de Goma. Par après, ils se sont réunis au siège de la MONUSCO avec les autorités provinciales. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, revient ici sur le contenu de leur entretien. Nous leur avons clairement indiqué qu'à l'est de la RDC, il y a 3 problèmes majeurs. 1. Il s'agit de la question du M23, qui est une menace contre la RDC. 2. Il s'agit de la question de FDLR qui constitue une menace contre les Rwandais. Et 3. Il s'agit de la question des EDF Nalu qui constitue une menace contre l'Ouganda. Et ce sont ces menaces-là qui amènent ces États-là à être impliqués dans la crise. S'agissant de la position du gouvernement congolais à la crise de l'Est de la RDC, le gouverneur du Nord Kivu a martelé auprès de la délégation ce qui suit. Pour la RDC et pour le gouvernement provincial du Nord Kivu, la solution à la crise du Nord Kivu, elle est militaire. On en a marre avec des solutions de type politique où on va nous conseiller d'intégrer continuellement les criminels. On a dit clairement au Conseil de sécurité que ce n'est pas pour rien qu'elle a voté la résolution 2098 et en même temps proposé des solutions qui n'amènent pas l'application de cette résolution. Que donc c'est clair qu'on doit rester constant dans nos décisions de manière à ce qu'on nous permette d'appliquer cette résolution par la neutralisation de ces forces-là, ce qui permettra à la RDC de devoir reconquérir les espaces et les administrer. Cette position est rejetée par le président du M23, Bertrand Bissimois, que j'ai interrogé à la veille de l'arrivée de cette délégation. Notre population nous attend à Kampala. Elle est fatiguée de la guerre. Personne n'a le droit de refaire la guerre dans ce pays. Personne n'a le droit de tuer notre population. Nous avons l'obligation aujourd'hui, nous comme M23, Kinshasa comme gouvernement, de donner la paix et la paix totale à notre population. Et cette paix totale ne peut provenir que par l'éradication des causes profondes de la crise et de la guerre.
Donc c'est cela. Et si Kinshasa continue à fuir les débats sur ces questions-là, alors ça serait dommage, il s'apprendra au peuple congolais. Pour d'autres politiciens du Nord Kivu, c'est d'abord le Congo qui doit respecter ses engagements pour inciter les autres à entrer dans la danse. Rubens Mikindo est de l'UDPS. En lisant cet accord de plus près, vous allez comprendre que c'est le Congo qui a plus d'obligations à pouvoir faire en sorte que l'accord puisse réussir. Et les autres États, bon, parce que déjà même quand vous voyez tout ce qu'on demande aux autres États, c'est aussi facile à pouvoir, disons, mettre en application. Mais c'est au Congo qu'on a demandé plus des choses à faire. C'est-à-dire le problème se pose plus au Congo parce que et même l'accord a été signé pour le rétablissement de la paix à l'est de la RDC. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Et la société civile du Nord Kivu s'est dite déçue par les conclusions du Conseil de sécurité de l'ONU car elle demande des sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda pour violation de l'accord cadre d'Addis Abeba, violation qui menacerait la paix dans l'est de la RDC, la région des Grands Lacs, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Et les concertations nationales en RDC initiées par le président Joseph Kabila ont pris fin ce week-end à Kinshasa. Les membres du Présidium ont remis au chef de l'État le rapport final des travaux, comprenant des résolutions et recommandations, alors que certains délégués sont plutôt optimistes quant à la mise en œuvre des propositions. D'autres pensent qu'il faudra se doter de moyens de contrôle pour leur application. Quelques réactions dans un reportage du correspondant de La Voix de l'Amérique à Kinshasa, Cyril Milandou. Après ces assises, l'opposant Joseph Olengankoy a constaté la volonté des acteurs politiques de mettre en application les recommandations issues de ce forum national. J'ai retenu une chose dans toutes les thématiques, la volonté de tous les Congolais en fait, de rompre avec le passé et de voir un peu comment ils peuvent maintenant forger l'avenir du Congo pour que ça aille de l'avant, notamment bannir la guerre, les corruptions, la mauvaise gouvernance, toutes ces choses-là. J'ai vu aussi la volonté des acteurs politiques, cette volonté de mettre en application les résolutions de concertation nationale. Mais aussi, et c'est ce qui me réjouit, c'est la volonté de l'ensemble de tous les concertateurs à ne pas toucher à la Constitution. Le directeur de l'Observatoire de concertation nationale affirme que toutes les recommandations relèvent du déjà entendu et du déjà dit. Aboubakar Limbissa. Toutes ces recommandations relèvent du déjà connu, du déjà entendu et du déjà dit. Ce qui fait qu'il appartient au chef de l'État, l'initiateur des concertations nationales, puisse être regardant, méticulé dans la suite du processus de cohésion nationale. Aujourd'hui, nous avons posé les jalons, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire et le chef de l'État est invité à être regardant et vigilant. Tantoumei, un opérateur culturel, regrette que des recommandations de son secteur n'ont pas été retenues dans le rapport final. Nous avons demandé et continuons à demander la création d'une industrie culturelle afin que notre musique, notre photo, notre littérature ne nous soit pas revendue par l'Europe alors que le produit est un produit des Congolais. Mais nous avons regretté que dans le groupe thématique finances publiques, sous-sportives et économie, où nous avons émis des recommandations qu'aucune d'elles n'ait été sélectionnée dans la lecture, comme la recommandation disant qu'il faudrait la culture de la continuité des affaires de l'État entre différents gouvernements pour qu'il y ait cohésion nationale. Le groupe parlementaire UDPS allié ayant refusé de prendre part à ce forum a noté qu'aucune avancée n'a été observée pour régler la crise dans la partie orientale de la RDC. Fabien Moutonde, vice-président de ce groupe parlementaire. Les concertations nationales n'ont marqué aucune avancée réelle en rapport avec les défis sécuritaires, financiers de la RDC et les attentes de l'ensemble de la population congolaise. Les concertations nationales auront été l'occasion donnée au président Kabila d'identifier et de constituer sa nouvelle majorité présidentielle, préoccupé désormais par la mise en place d'un nouveau gouvernement en vue de satisfaire les appétits gloutons des impétrants qui ont satisfait avec brio à l'examen d'admission à la nouvelle majorité présidentielle par la voie des dites assises. Kinshasa, Cyril Milando pour la Voix de l'Amérique. Info zapping du mardi.
Au Rwanda, la ministre des Affaires étrangères a démenti les accusations selon lesquelles son pays aiderait au recrutement d'enfants soldats pour le compte des rebelles du M23. Et cela à l'issue de cette rencontre hier entre les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU et le président rwandais Paul Kagame. Louise Mushiki-Wabo, chef de la diplomatie rwandaise. Rwanda does not tolerate children being enrolled in any way. Le Rwanda ne tolère pas que des enfants soient enrôlés dans un groupe armé quel qu'il soit. Ce n'est pas dans les pratiques du Rwanda de tenir des enfants près des armes. Nous avons fait beaucoup dans ce pays pour ne pas avoir à faire ce genre de pratiques. La décision des États-Unis, bien sûr, vous n'allez pas m'entendre dire que nous sommes contents. Nous ne le sommes pas. Mais je pense que le plus important est de rétablir la vérité à propos du Rwanda et ce problème d'enfants soldats. Et la seconde chose est de se débarrasser de ce qui est potentiellement susceptible, spécialement dans la région, de créer cette situation. La ministre rwandaise des Affaires étrangères. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les Congolaises et les casques bleus travaillent de concert pour lutter contre des dizaines de groupes armés qui terrorisent les populations de l'Est de la RDC. Les civils, eux, mènent un autre type de bataille, la lutte pour leur propre survie. Dans la seule province du Nord Kivu, 1 million de personnes ont été déplacées par les violences. Cela représente 1/6 de la population de la province. Le point avec Morgane Guiriec. Dans le camp de déplacés de Mugunga 3, à quelques kilomètres de Goma, plus de 16 000 personnes ont trouvé refuge suite aux affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Baraka Ouedja Marcel a dû abandonner sa maison à Kibumba il y a près de 2 ans. D'après lui, cette ville, située à environ 20 km de Goma, est toujours occupée par le groupe armé. Il dit que la paix est nécessaire pour retourner dans son village. La vie est très difficile dans le camp où il vit avec 6 de ses proches. Son seul refuge est une tente de quelques mètres de long et de large, fabriquée à partir de bâches en plastique. À l'intérieur, il y a une cruche pour l'eau, des pots et un vieux vélo rouillé. Il dit que quand il pleut, il y a des fuites. Près de la porte, sa sœur nettoie des feuilles vertes. Dans un petit seau, elles serviront pour un maigre repas. Le Programme alimentaire mondial et d'autres ONG assistent les déplacés en tentant de leur fournir de la nourriture, de l'eau potable, des sanitaires et en essayant de leur venir en aide pour les besoins de base. Mais leur existence reste sombre et même dans le camp, ils ne sont pas totalement à l'abri des groupes armés. Baraka Ouedja Marcel espère donc que l'armée nationale et la MONUSCO seront assez forts pour chasser tous les groupes armés et ramener la paix dans la région. Il pourrait alors rentrer chez lui. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En RDC, les réfugiés centrafricains vivant au camp Dinké dans la province de l'Équateur déplorent les conditions de leur hébergement. Ils se plaignent notamment du manque d'un repas quotidien varié et des pénuries de médicaments, des conditions qui incitent certains réfugiés à retourner dans leur pays d'origine alors que d'autres cherchent des abris sur les îlots ou les bancs de sable le long de la rivière Ubangi à la frontière entre la RCA et la RDC. Reportage de Ghislaine Ntobo, notre consoeur de Radio Kapi. Ces réfugiés disent avoir posé plusieurs fois ce problème à leurs encadreurs, mais sans suite. Ils lancent de ces faits un appel vibrant aux autorités congolaises et aux organismes tant nationaux qu'internationaux. On n'a pas vraiment la variation d'aliments ici. Toujours semoule de soja et haricots. Il y a un abri qu'on nous a affecté, mais il n'y a pas de lit. On nous a donné une petite natte. Au niveau des centres de santé, il y a toujours rupture des médicaments. Pour sa part, le HCR indique qu'un site à potentiel énorme pour l'agriculture a été choisi pour ces réfugiés en vue de parvenir à équilibrer leur repas. Gert Van de Castel, chef de bureau du HCR Équateur. Nous sommes même en pleine discussion avec la FAO et que très bientôt on espère justement lancer des projets, peut-être avec des kits agricoles, etc., pour que les réfugiés puissent nuancer leur repas de tous les jours. Il ne faut pas oublier, ces abris, ce sont des abris d'urgence. Toutes les mesures sont prises au niveau de Kinshasa pour acheminer au plus vite possible les médicaments qui manquent au niveau des camps. Notons que le site de Inké héberge plus de 8000 réfugiés centrafricains. Mbandaka, Ghislaine Ntobo, Radio Kapi. Info zapping du mercredi.
Rwanda-RDC, au cours des 16 dernières années, Kigali a démobilisé quelques 3000 enfants soldats. Pourtant, dans le même temps, l'ONU accuse le Rwanda d'aider les rebelles du M23 à recruter des enfants pour rejoindre leur rang en République démocratique du Congo. Morgane Guiriec nous en dit plus. Quand Nizé Imani était tout petit, ses parents ont quitté le Rwanda. Après le génocide, ils se sont installés en République démocratique du Congo, où ils sont morts quand il n'avait que 4 ans. À 12 ans, il a été enlevé dans un camp de réfugiés par les rebelles FDLR, un groupe hutu-rwandais. Il a donc vécu en brousse aux côtés des rebelles. La vie était difficile. Ceux qui ont tenté de s'échapper ont été capturés et tués. Un proche a fini par l'aider à rejoindre la MONUSCO, la mission onusienne pour la stabilisation en RDC, qui travaille avec le gouvernement du Rwanda pour aider à désarmer ses ressortissants combattants dans l'est de la RDC. Les anciens combattants FDLR sont d'abord envoyés au camp de démobilisation de Mutobo. Hommes et garçons y restent pendant 3 mois. C'est là que Nizé Imani a commencé son processus de réinsertion dans la société rwandaise. Les enfants soldats sont ensuite envoyés dans un centre de réadaptation où ils reçoivent des conseils, des soins médicaux et reprennent leurs études. Mais surtout, des efforts sont déployés pour qu'ils retrouvent leurs parents. Mais tandis que le Rwanda tente d'extirper ses enfants de la guerre, il en recrute d'autres pour le M23, affirme Dee Brillienberg-Worth, en charge de la protection de l'enfance à la MONUSCO. Certaines de ces nouvelles recrues n'auraient que 11 ans, dit-elle. La MONUSCO, qui ne peut opérer à l'extérieur du Congo, soutient avoir des preuves. Les enfants nous ont dit qu'ils sont recrutés par exemple par des entraîneurs de football ou des officiers de police. Et ceci corrobore ce que disent d'autres enfants et des adultes. Ils nous ont dit que c'est un système bien en place, comme une structure pyramidale. $5 pour chaque enfant recruté. Sur 122 enfants interrogés, 37 étaient rwandais, affirme Dee Brillienberg-Worth. Certains ont été recrutés dans leur pays, d'autres au Congo. Parmi eux, des enfants pensaient qu'ils étaient recrutés par l'armée rwandaise. D'autres ne savaient même pas qu'ils étaient en RDC. Beaucoup d'entre eux ont été enlevés, ce qui est très commun pour un groupe armé. Vous venez piller, vous avez besoin de transporter vos armes d'un point A à un point B, alors vous prenez des enfants dans des villages et vous ne les laissez pas retourner. La plupart des enfants, presque tous en fait, ont commencé leur vie dans le M23 en tant que transporteurs à la frontière rwandaise. Face à ces allégations, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, nie avec véhémence. Notre bilan est très clair. En aucune façon, le Rwanda ne tolère les enfants enrôlés dans des groupes armés ou dans notre propre armée. Un démenti qui ne semble pas convaincre. Les États-Unis, parmi d'autres acteurs de premier plan au sein de la communauté internationale, font pression sur le Rwanda. Washington a d'ailleurs récemment bloqué son aide militaire à Kigali. Info zapping du jeudi. 40 femmes au moins sont violées chaque jour en RDC. C'est ce qui ressort d'un rapport rendu public à Kinshasa par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant Geneviève Inagossi. L'enquête a été menée dans 7 provinces des 11 provinces de la RDC, ce qui n'est pas suffisant pour Angélique Kipulu-Katani, secrétaire générale de la LDFC, la Ligue pour le droit de la femme congolaise. Ils ont identifié certains coins dans certaines provinces. C'est bien, mais il faut élargir le rapport à toute l'étendue de la République et en mettant plus l'accent dans les secteurs où il y a la guerre. Et je pense que ça serait mieux et ça pouvait arranger tout le monde, surtout les femmes. Et nous qui militons dans les mouvements de femmes, ce serait mieux de prendre tout en considération. Est-ce que ce taux de 40% vous paraît juste? Oui, ça me paraît juste, mais ça peut aussi être un peu plus élevé que 40%. Quelles sont les régions les plus touchées? Les régions les plus touchées, d'abord, c'est là où il y a la guerre. Il y a la ville-province de Kinshasa. Il y a les Katanga, oui, on a cité les Katanga, mais un coin seulement.
Dans le deux Kasaï aussi, il y a assez de violence. Dans la province de Bandundu, dans certains coins, il y a aussi des violences. Et quand vous venez aussi dans la province du Bas-Congo, dans le frontière, par exemple, au niveau vers l'Angola, le Congo-Brazza, il y a aussi des violences. Et quelles sont vos attentes après la publication de ce rapport? Nos attentes, c'est que les Nations Unies puissent prendre en compte toute cette souffrance que les femmes congolaises sont en train de vivre. C'est vrai, à la part de notre gouvernement, mais une grande partie, a aussi la part de la communauté internationale qui doit prendre tout ça en considération. Ce ne sont pas des films, ce ne sont pas des blagues, mais ce sont les réalités que les femmes congolaises sont en train de vivre du jour au jour et nous voulons que ça puisse prendre fin. Parce que trop c'est trop et la femme a beaucoup souffert en RDC. Nous voulons qu'on puisse mettre fin à toutes ces violences, trouver des solutions définitives pour mettre fin à tout cela. C'était au micro de Bagassi Koura, Angélique Kipulaka. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, le premier drone de surveillance dans l'est de la RDC sera opérationnel à la fin du mois prochain. C'est ce qu'a annoncé hier le commandant de la force de la MONUSCO, le général Dos Santos Cruz. Il a précisé que la base initiale du déploiement de ce drone sera à Goma, dans le Nord Kivu. Ces engins de surveillance devraient augmenter la capacité militaire de la mission onusienne. Écoutez ce qu'en pense le politologue congolais Philippe Bioya, joint à Kinshasa par Bagassi Koura. Et sans renoncer à travailler, à améliorer le climat de confiance et de relations normales et classiques entre le Rwanda et l'RDC. Et je crois que nous ne pouvons pas désapprouver le fait que les Nations Unies surveillent la situation pour nous aider à aller vers ce que tous ils appellent la solution politique. Et c'est aussi un moyen de dissuasion des groupes rebelles? Ben absolument, parce que les groupes rebelles, au fond, les groupes rebelles n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas d'avenir. Si jamais ce groupe ne reçoit pas de soutien des pays étrangers, parce qu'il ne peut pas recevoir le soutien de notre gouvernement, parce qu'ils ne sont pas les faits de notre création. Donc je pense que fondamentalement, l'obstacle à l'amélioration des rapports entre le Rwanda et la RDC, c'est l'existence de groupes rebelles contre le gouvernement congolais, malheureusement. Est-ce que vous pensez que ces drones vont mettre en lumière d'éventuelles interventions extérieures en RDC? Mais il y a encore hier, les responsables de la MONUSCO chez nous, là, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, a dit qu'il y avait des preuves irréfutables de l'interférence rwandaise dans l'existence de mouvements rebelles de manière générale et dans la M23 en particulier. Et nous pensons qu'avec le drone, la surveillance américaine des Nations Unies permettrait effectivement, en fait, de sortir le Rwanda de l'hypocrisie dans laquelle, en fait, le Rwanda s'enferme. Vous pensez que les groupes rebelles ne pourront plus agir comme avant? Écoutez, je vous dirais ceci, que notre problème, ce n'est pas que nous soyons incapables par nous-mêmes, en fait, de nous défendre. Mais nous pensons que les Nations Unies et la communauté internationale de manière générale doivent servir d'arbitre à cette situation, parce que la force du Rwanda et, en fait, la nuisance du Rwanda contre la RDC ne tient pas de la force propre au Rwanda. Ça tient de l'assurance que le Rwanda a qu'à chaque fois qu'elle pourra agir contre nous, elle sera soutenue par la Grande-Bretagne, elle sera soutenue par Israël, elle sera soutenue par les États-Unis, elle sera soutenue par peut-être d'autres puissances, dont l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, des pays et le Canada qui tirent profit de nos ressources. Le politologue congolais Philippe Bioya. Toujours concernant la RDC, une rencontre entre le leader de l'opposition Étienne Tshisekedi et le président Joseph Kabila est-elle possible? La question a refait surface suite à la visite rendue à M. Tshisekedi par un envoyé du président Kabila. Albert Moleka est directeur de cabinet de M. Tshisekedi. Comme une éventualité en politique, tout est possible, mais je pense qu'il faudrait quand même mettre en garde les Congolais contre ce que moi j'appelle un peu la diabolite, c'est-à-dire cette propension à penser simplement que le fait simplement d'avoir un dialogue va résoudre un problème. Le fait que telle ou telle personnalité soit là, que cela va résoudre un problème. Mais tout commence, dit-on, par une conversation. S'il n'y a pas de conversation, comment va-t-on déboucher sur des solutions? Mais des conversations, il y en a eu, des conversations, il y en a en permanence. Et parlant de conversation, la presse rapporte une rencontre entre un délégué de M. Kabila et Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS. Alors, de votre côté, qu'est-ce que vous savez? Mais écoutez, de mon côté, je crois que les observateurs avertis retiendront quand même que le fait que M. Tshisekedi ait accepté même de recevoir un envoyé de M. Kabila, c'est une nouveauté. Maintenant, ce que ça va apporter aussi
si ça va donner lieu à... Une décrispation, quoi? À une décrispation, ça ce sont des choses à voir. Je crois que tout le peuple congolais souhaite cette paix qui doit impliquer les gouvernants eux-mêmes, parce que si je peux dire la clé, c'est d'abord les gouvernants, c'est eux qui ont la machine de répression d'abord. Dans quel cas M. Tshisekedi accepterait-il de rencontrer face à face le président Joseph Kabila? Dans la conjoncture et la situation actuelle, c'est hors de question. Moins d'une semaine après la conclusion des concertations nationales à Kinshasa, un groupe de l'opposition, la Coalition pour le vrai dialogue, réclame de nouvelles concertations, cette fois avec la participation de tous les secteurs de l'opposition, y compris l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et l'UNC de Vital Kamerhe. Les récentes concertations visaient à créer une cohésion nationale selon le gouvernement du président Kabila, mais les résultats ne sont pas encore bien définis. Albert Moleka. Ces concertations nationales vont peut-être servir à voir certaines personnes attraper des Marocains, donc des postes ministériels. Ça donnera lieu à quelques beaux discours et peut-être quelques beaux engagements. Mais ce dont je crois tous nous avons besoin, c'est des actes concrets sur le terrain. Et pas seulement à l'Est, des actes concrets sur le terrain par rapport à la sécurité surtout de tous les Congolais, par rapport à la paix pour tous les Congolais, par rapport à la vie sociale de tous les Congolais. Ces assises ont été boycottées par des secteurs marquants de l'opposition. Comment peut-on arriver à une solution de nature à répondre aux desiderata des Congolais s'il y a toujours des gens qui boycottent et des gens qui s'abstiennent? Oui, et là je dirais, ça a été boycotté, mais avec raison. Il ne suffit pas de lancer comme ça des concertations pour faire un nouvel habit. Lorsque tu as un régime qui est là depuis 12 ans, et tu en fais le bilan au niveau sécuritaire, au niveau gouvernance, au niveau développement, au niveau social, au niveau même des relations internationales, le bon voisinage, la politique de bon voisinage. Lorsque tu en tires le bilan, tu te dis, mais pourquoi continuer? Ce n'est pas maintenant que tu vas faire un miracle. Albert Moleka est directeur de cabinet de Étienne Tshisekedi. Maintenant place. Info zapping du vendredi. RDC, les rebelles sont accusés de se financer par le trafic de l'or qui finit dans les banques du monde entier et les magasins de bijoux. Les rebelles congolais ont été épinglés dans un rapport du projet INAF aux États-Unis. Selon ce rapport, les rebelles du M23 travaillent avec des groupes armés qui contrôlent les mines d'or et des contrebandiers qui font traverser l'or en Ouganda et au Burundi avant qu'il ne passe dans d'autres pays. Le M23 nie toute implication dans le trafic de l'or. Qui sera le prix Nobel de la paix 2013? Dans quelques heures, on devrait le savoir car c'est ce vendredi à Oslo, en Norvège, que le comité Nobel va annoncer le nom du lauréat. Cette année, il y a 258 candidats, dont 50 organisations en compétition pour succéder à l'Union européenne, lauréate l'année dernière. Parmi les prétendants les plus en vue, il y a la pakistanaise Malala Yousafzai, il y a la guatémaltèque Claudia Paz-Ipas et bien sûr, il y a le Congolais Denis Mukwege. Ce gynécologue de 58 ans est présenté par plusieurs médias comme un outsider sérieux. Le docteur Mukwege est surtout connu pour les soins qu'il apporte aux femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC, cette région en proie à de multiples conflits armés depuis plusieurs années. Bagasukura a demandé au docteur Douduline Gusundanu à Kinshasa de nous parler de l'œuvre du docteur Mukwege. Le travail qu'il fait est un travail de titan. Il s'est consacré à réparer toutes les atrocités commises sur nos femmes et réparer les fistules et tout ça. Donc c'est un travail appréciable. À cet instant, le peu que je peux dire sur le confrère Mukwege. Il est sur la liste des nominés pour le prix Nobel de la paix. C'est quelque chose qui vous surprend ou pas? Ça ne peut pas me surprendre parce que c'est quelqu'un qui a plus travaillé dans l'anonymat parce qu'il n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais quand son nom est venu à la surface, les gens étaient surpris. Mais ce sont ses œuvres qui ont plus parlé que le discours. Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins au Congo qui travaillent dans le même domaine que
docteur Mukwege? Oui, il y en a beaucoup, mais lui, il est quand même parmi les rares qui se sont spécialisés dans ce domaine. Il est dans les zones de guerre où les femmes sont souvent victimes de violences sexuelles. Voilà ce qui fait encore sa particularité, parce qu'il a accepté de rester dans cet est-là et affronter les atrocités, et braver un peu tous ces délinquants qui se livrent à ces genres d'actes sur nos femmes, nos mamans, nos filles et nos sœurs. Donc voilà un peu la bravoure, l'aspect bravoure dans ce que fait le confrère Mukwege. Dites-nous un peu dans quelles conditions vous travaillez au Congo, notamment dans les zones de guerre. Bon, vous savez, d'abord, en tant que praticien dans un pays du tiers-monde, vous savez que les conditions ne sont pas les mêmes que dans les pays un peu plus nantis. Mais quand vous allez encore dans une zone de guerre, alors là, ça devient encore plus difficile que dans les zones normales. Vous voyez, de temps en temps, les balles sifflent. Tout le monde fuit le village et vous restez avec les victimes. Vous ne savez quoi faire et puis la circulation n'est pas facile. Vous trouvez des médicaments et ainsi de suite. Donc vous ne pouvez vivre qu'avec vos stocks. Ces prix Nobel reviennent quand même à un de nôtres. Dans le tiers-monde, très souvent nous travaillons dans des conditions qui sont ignorées de beaucoup de gens. Le docteur Douduline Ngusan-Anou de l'hôpital Kitambo de Kinshasa. Le premier drone de surveillance dans l'est de la RDC sera opérationnel à la fin du mois prochain. C'est ce qu'a annoncé mercredi le commandant de la force de la MONUSCO, le général Dos Santos Cruz. Il a précisé que la base initiale du déploiement de ce drone sera à Goma, dans le Nord Kivu. Ces engins de surveillance devraient augmenter la capacité militaire de la mission onusienne. Écoutez ce qu'en pense le politologue congolais Philippe Bioya, joint à Kinshasa par Bagassi Koura. Sans renoncer à travailler, à améliorer le climat de confiance et des relations normales entre le Rwanda et la RDC, je crois que nous ne pouvons pas désapprouver le fait que les Nations Unies surveillent la situation pour nous aider à aller vers ce que tous ils appellent la solution politique. Et c'est aussi un moyen de dissuasion des groupes rebelles? Ben absolument, parce qu'au fond, les groupes rebelles n'ont pas d'avenir si jamais ces groupes ne reçoivent pas de soutien des pays étrangers, parce qu'ils ne peuvent pas recevoir le soutien de notre gouvernement, parce qu'ils ne sont pas les faits de notre création. Donc je pense que fondamentalement, l'obstacle à l'amélioration des rapports entre le Rwanda et la RDC, c'est l'existence de groupes rebelles contre le gouvernement congolais, malheureusement. Est-ce que vous pensez que ces drones vont mettre en lumière d'éventuelles interventions extérieures en RDC? Hier encore, les responsables de la MONUSCO chez nous, là, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, a dit qu'il y avait des preuves irréfutables de l'interférence rwandaise dans l'existence de mouvements rebelles de manière générale et dans la M23 en particulier. Et nous pensons qu'avec le drone, la surveillance des Nations Unies permettrait effectivement, en fait, de sortir le Rwanda de l'hypocrisie dans laquelle, en fait, le Rwanda s'enferme. Le politologue congolais Philippe Bioya. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, le M23 est-il en train de renforcer à nouveau ses positions près de la capitale du Nord Kivu? L'accusation lancée par les forces républicaines intervient alors que l'on attend les résultats des pourparlers de Kampala entre le groupe rebelle et le gouvernement du président Joseph Kabila. Nous avons posé la question à Bertrand Bissimois, le président du mouvement du 23 mars. Nous sommes étonnés de constater que l'on parle de renforcement du M23. Alors qu'en réalité, c'est le camp adverse qui se renforce. Depuis le mois de septembre, ils sont en train d'acheminer des troupes sur les différentes lignes de front. Ils y acheminent également du matériel lourd. Ils se sont même permis d'occuper certaines de nos positions dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de Mabenga-Kaunga, ainsi que sur l'axe Kibati-Kibumba. Il y a eu ces derniers jours plusieurs accrochages. À cause de ça, nous avons saisi la MONUSCO qui a vérifié l'information et qui l'a trouvé vrai. Mais curieusement, la MONUSCO ne l'a pas annoncé. Donc, vous ne renforcez pas vos positions là-bas, c'est ce que vous dites? Nous ne le faisons pas. Nous serons en droit de le faire dans les prochains jours si ce renforcement FARDC se poursuit et si jamais les FARDC continuent à occuper nos zones d'opposition. Parce que nous pensons que tout le monde devra attendre la signature de l'accord qui est en vue pour que nous puissions savoir les étapes qui vont suivre. Parlons de Kampala. Qu'en est-il? À quel point en sommes-nous maintenant? Kampala évolue très bien. Les discussions se trouvent au niveau des consultations autour des facilitateurs et jusque-là ça se passe bien. Et nous pensons que après cela, nous allons devoir passer à des plénières. Mais comme vous le savez, je ne suis pas mandaté pour annoncer cela.
c'est le facilitateur lui-même qui doit le faire. La seule chose que je peux dire, c'est que nous sommes en train d'aller vers la paix et vers un accord, ce qui est déjà une bonne chose. Va-t-on devoir attendre longtemps Eh bien, nous pensons que maintenant que les Nations Unies semblent soutenir ce processus et que l'on sent vraiment un engagement de toute la communauté internationale dans le processus de Kampala, nous pensons que ça ne sera plus tardé. Et je crois que l'accord sera peut-être signé dans les prochains jours. Dans les prochains jours, vous êtes optimiste? Je le suis, c'est pourquoi nous sommes à Kampala. Les déclarations du président du M23, Bertrand Bisimwa, prennent le contre-pied de ce qu'a dit à la Voix de l'Amérique le porte-parole militaire des forces armées de la RDC dans la région du Nord Kivu, le colonel Olivier Amouli. Toutefois, il affirme que la situation n'a pas encore évolué vers le pire et qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun climat de tension entre les deux camps. Il n'y a pas de tension entre les deux camps, mais nous avons des informations qui ont été corroborées et confirmées même par la MONUSCO qui fait maintenant partie intégrante du mécanisme de vérification conjointe, qui l'affirme aussi donc que ce n'est pas seulement à notre niveau que nous le disons, ils sont en train de se renforcer, ils sont en train de recruter même des enfants soldats et à partir même du territoire rwandais. Pourtant, Bertrand Bisimwa a dit au contraire, c'est vous qui renforcez vos positions et que vous avez même occupé des endroits où se trouvaient auparavant les combattants du M23. Mais nous avons la légitimité et le plein droit d'occuper tout le territoire congolais et qui est sous occupation des rebelles. Ce n'est pas une allégation du côté du M23, c'est eux qui n'ont pas le droit de rester là où ils sont. Si je comprends bien, rien n'a vraiment changé sur le terrain. Oui, parce que vous savez, les M23, ce sont des rebelles et ils n'ont toujours pas encore désarmé et apparemment, ils conservent toujours leur aventurisme belliciste. C'est vraiment des bandits. La communauté internationale devrait, même les Rwandais devraient nous aider à les éradiquer parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, dans le futur, ils constitueront aussi un problème même pour les Rwandais. Dans le Nord Kivu, le porte-parole militaire des forces armées de la RDC, le colonel Olivier Amouli. La Voix de l'Amérique.